Le 28 avril 2025, l'Espagne et le Portugal plongent dans le noir. Pas d'attaque, pas de sabotage, juste une panne. Derrière ce blackout, une question plus large. Et si cette coupure révélait autre chose qu'un simple problème technique? Dans cet épisode, on explore plusieurs pistes. Inertie oubliée, ingénierie territoriale, valorisation de la chaleur, infrastructure, minage de Bitcoin, et au cœur de tout ça, une autre façon de penser la relation entre énergie, pouvoir et ingéniosité collective. Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. Aujourd'hui, la science ne se contente plus d'éclairer le réel, elle oriente le pouvoir. Derrière les formules comme « la science est claire » se profile une dérive, celle d'un savoir qui ne se discute plus, érigé en vérité autoritaire. Le débat se réduit, les hypothèses s'effacent, les modèles deviennent des outils de justification plutôt que d'exploration. Pourtant, la science véritable est un bien commun, elle appartient à toutes et tous. Elle suppose débat, pluralité, esprit critique. Elle ne devrait jamais être subordonnée à des intérêts idéologiques ou industriels, ni servir de paravent à des décisions déjà verrouillées. Trop souvent, ce ne sont pas les idées les plus porteuses ou structurantes qui sont mises en avant, mais celles qui cadrent avec une certaine vision du monde, celle de la contrainte, de la rareté, de la culpabilisation. Et pourtant, d'autres voies existent. Des pistes fondées sur l'ingéniosité humaine, la souveraineté énergétique, l'abondance circulaire. L'histoire regorge d'exemples de civilisations qui ont rayonné non pas par la restriction, mais par l'organisation intelligente de leurs ressources. Rome et ses aqueducs, les Chinampas des Aztèques, la gestion du Nil par les Égyptiens, la lagune de Venise transformée en centre d'art et de commerce. Car si une société investit dans ses infrastructures, dans la maîtrise de ses ressources et de son génie collectif, elle peut devenir non seulement une puissance énergétique, mais aussi une puissance culturelle. Les infrastructures ne sont pas que des outils techniques, elles sont des véhicules de mémoire, de transmission, de souveraineté et de rayonnement. Le véritable enjeu n'est pas d'être entre croissance et décroissance, mais entre une contrainte guidée par le conformisme et une abondance d'ingéniosité maîtrisée, fondée sur la résilience. Ces choix de société, cette manière d'orienter nos infrastructures, nos priorités énergétiques, traduisent une certaine vision du monde, une vision qui mérite d'être interrogée, discutée, pas simplement suivie. Car lorsque certaines hypothèses sont écartées d'emblée, qu'elles concernent la diversité des approches, les limites des modèles ou le potentiel de solutions moins conventionnelles, il devient légitime de se demander quelles conséquences cela produit, quel angle mort cela entretient. Sans chercher à imposer une vérité unique, il s'agit ici d'ouvrir un espace de réflexion, car la science est un débat public, et ce débat nous concerne tous. Et parfois, c'est un événement inattendu qui rouvre ce débat. Le 28 avril 2025, l'Espagne et le Portugal s'enfoncent dans le noir. Une panne d'une ampleur rare, la pire depuis celle qui avait plongé l'Italie dans le noir en 2003. Ce n'est pas un bug informatique, ni un acte de sabotage. La cause est structurelle. Le réseau n'a pas supporté l'intermittence énergétique. Red Eléctrica, gestionnaire du réseau espagnol, avait pourtant averti 2 mois plus tôt. Je cite, « Le risque de déconnexion est élevé en raison d'une part trop importante d'énergie renouvelable. » Selon les chiffres publiés par Red Eléctrica à 12h30 le jour de la panne, 60% de l'électricité provenait du solaire, 12% de l'éolien et à peine 3,37% du gaz naturel. Autrement dit, près de 78% du mix électrique provenait de sources renouvelables intermittentes, incapables de générer l'inertie mécanique nécessaire à la stabilité du réseau. Résultat, une série de fluctuations de fréquences, mal gérées par les relais de protection, entraînant une déconnexion en cascade des installations et un blackout national. Une explication technique s'impose. Pour qu'un réseau électrique tienne, il faut de l'inertie. L'inertie, c'est la capacité d'un système à absorber les chocs, à amortir les variations brutales de fréquence. Dans un réseau électrique, l'inertie est une réalité physique. Elle provient des masses rotatives. Ces grandes turbines qu'on retrouve dans les centrales à gaz, les installations nucléaires
les barrages hydroélectriques ou même les centrales au charbon. Ce sont elles qui assurent la stabilité du réseau en absorbant les variations brusques de fréquence, comme un volant d'inertie amortit un choc mécanique. Or, ni le solaire ni l'éolien ne produisent cette inertie. Lorsque le mix énergétique devient trop léger, trop dématérialisé, la moindre variation de charge ou de production devient un risque systémique. Alors bien sûr, je ne prétends pas détenir la vérité sur cet événement, mais dans l'esprit de bloc à bloc, j'aimerais proposer ici quelques hypothèses de lecture. Non pas comme certitude, mais comme point d'ancrage pour penser autrement ce qui s'est produit. Ces hypothèses, je les avance avec rigueur, mais aussi avec humilité. Elles peuvent et doivent être discutées, parce que la compréhension du monde ne se construit pas seule, elle se construit en dialogue. Donc de mon point de vue, un réseau majoritairement alimenté par des énergies sans inertie devient instable, même en période de production excédentaire. Et c'est précisément dans ce type de fragilité que l'ingéniosité humaine peut refaire surface, parfois là où on ne l'attend pas. C'est le cas ici, avec une technologie souvent mal comprise, parfois diabolisée, mais qui dans certains contextes peut jouer un rôle stabilisateur. Le minage de Bitcoin. Loin du cliché pollueur, l'université de Cambridge propose une autre lecture. L'industrie du Bitcoin peut devenir un levier de résilience des réseaux. Comment ? En agissant comme variable d'ajustement programmable. Concrètement, les mineurs peuvent se débrancher instantanément du réseau à la demande. Ils consomment lorsqu'il y a surplus, s'effacent lorsqu'il y a tension. Ils agissent comme des load banks numériques, intégrables à la demande. Au Texas par exemple, le gestionnaire de réseau Electric Reliability Council of Texas a mis en place un programme de demand response, incluant plusieurs grandes installations de minage. Lors des pics de demande, notamment durant les vagues de chaleur estivales, environ 57% des capacités minières locales ont été déconnectées volontairement, libérant jusqu'à 3 gigawatts de puissance. Cette flexibilité a permis d'éviter les coupures, tout en évitant la construction de centrales à gaz supplémentaires. Ces opérations se font dans un cadre régulé, via le marché des Ancillary Services, où les mineurs sont rémunérés pour leur disponibilité à se désengager. Les mineurs de Bitcoin peuvent renforcer la stabilité d'un réseau décarboné en absorbant ou libérant la charge selon les besoins. Mais cette flexibilité électrique n'est qu'un aspect du potentiel du minage, car au-delà de la stabilité du réseau, une autre dimension souvent ignorée mérite attention, la chaleur produite. Et là encore, c'est l'ingéniosité humaine qui refait surface. Le minage produit une quantité importante de chaleur. Alors, que faire de cette chaleur ? La recycler tout simplement. Un exemple concret. En Finlande, Marathon Digital Holdings utilise 2 MW de chaleur issue de minage pour chauffer une ville de 11 000 habitants. Le tout sans brûler ni biomasse ni gaz fossile, simplement en réintégrant la chaleur fatale dans un réseau de chaleur urbain. L'ingéniosité ici est triple. Énergétique, la chaleur fatale est valorisée. Territoriale, elle s'intègre dans des réseaux existants, utiles à la collectivité. Et enfin, financière. Le Bitcoin généré peut servir à financer la maintenance du réseau, soutenir la recherche énergétique ou investir dans le développement local. On passe d'une logique de coût à une logique de circulation de valeur. C'est le principe d'une économie circulaire énergétique adossée à une monnaie programmable et décentralisée. Cette logique de valorisation, où l'énergie ne se perd plus mais circule, s'adapte, se transforme, ouvre la voie à d'autres formes d'innovation. Et l'ingéniosité humaine ne s'arrête pas au réseau de chaleur. Il existe une source d'énergie où on parle peu, souvent invisible à l'œil nu, mais qui représente une véritable anomalie énergétique, le gaz torché. Lorsqu'on extrait du pétrole, des volumes importants de gaz naturel, principalement du méthane, remontent avec le brut. Et dans de nombreuses régions du monde, faute d'infrastructures de captage, de transport ou de stockage, ce gaz est tout simplement brûlé sur place, à la torche. Dans certains cas, il n'est même pas totalement brûlé, il est simplement relâché dans l'atmosphère. Le problème, ce gaz contient du méthane, un gaz à effet de serre 80 fois plus réchauffant que le CO2 sur une période de 20 ans. Chaque année, selon l'Agence internationale de l'énergie, ce sont environ 140 milliards de mètres cubes de gaz qui sont torchés dans le monde. Cela représente près de 357 millions de tonnes équivalent CO2 rejetées dans l'atmosphère. C'est une perte double, énergétique car on détruit une ressource sans l'utiliser, et climatique car on relâche un gaz polluant sans compensation. Et si on transformait cette perte en opportunité ? C'est ici qu'intervient une idée surprenante mais très concrète. Utiliser le gaz torché directement sur site
pour produire de l'électricité grâce à de petites turbines ou moteurs à combustion. Cette électricité alimente ensuite des machines de minage, spécialement conçues pour effectuer des calculs cryptographiques complexes. Ces calculs servent ensuite à sécuriser le réseau Bitcoin tout en générant en parallèle une valeur numérique. On transforme ainsi une énergie perdue, polluante et inutilisée en un flux énergétique local, utile et valorisable. Résultat, au lieu de relâcher du méthane ou de brûler à perte, on capte cette énergie, on la valorise et on la transforme en actif numérique. Lorsqu'on brûle le gaz dans une torchère classique, environ 10% du méthane s'échappe sans être brûlé, ce qui accentue son impact climatique. Mais dans les installations de minage, la combustion est beaucoup plus complète. Jusqu'à 99,9% du gaz est brûlé, ce qui réduit drastiquement les émissions de méthane. En d'autres termes, le minage permet une combustion plus propre que la méthode traditionnelle, tout en valorisant l'énergie produite. Cela permet non seulement de réduire fortement les émissions, mais aussi de monétiser une ressource jusque-là gaspillée. C'est un exemple de ce que j'appelle une ingéniosité locale, adaptable, territorialisée. Le minage de Bitcoin peut devenir un levier de valorisation environnementale, en transformant un déchet climatique en vecteur de développement local et de circulation de valeurs. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une solution miracle, ni d'un substitut aux politiques climatiques globales, mais dans des contextes très spécifiques, zones isolées, sans réseau, sans débouchés, cette approche peut ouvrir une réponse transitoire, flexible et efficace. Une forme d'ingéniosité distribuée où la technologie s'adapte aux contraintes du réel et non l'inverse. Alors oui, certains diront que ça ne change rien, que c'est marginal, que ça ne résout pas la crise climatique. Mais ce n'est pas le but ici. L'objectif, c'est de montrer que des alternatives existent, parfois là où on ne les attend pas. Que l'ingéniosité humaine, quand elle s'ancre dans le réel, peut transformer un déchet en ressource, une contrainte en opportunité, une impasse en piste d'action. Parce que le véritable levier de transformation, c'est peut-être là qu'il se joue, dans notre capacité collective à regarder autrement et à réconcilier la technique, le territoire et le sens. Et peut-être que la question n'est pas seulement « est-ce efficace ?», mais « qu'est-ce qu'on choisit de rendre possible ?» À chaque époque, des solutions nouvelles ont émergé dans des angles morts. Ce qui les a rendues décisives, ce n'était pas leur perfection, mais le regard qu'on a posé dessus, et la volonté de les intégrer intelligemment. L'enjeu n'est pas seulement de produire autrement, c'est de penser autrement. Mais cela exige une chose, changer de regard, sortir du dogme et réconcilier science, technologie et imagination collective.